70 personnes ont été tuées selon la défense civile. On y revient dans notre grand angle. Il avait agressé au couteau l'écrivain Salman Rushdie, symbole de la liberté d'expression. C'était en 2022. Hadi Matar a été condamné à 25 ans de prison. Des Gazaouis privés d'aide humanitaire depuis plus de 2 mois. La pression internationale s'accentue. C'est notre grand angle. L'aide humanitaire va-t-elle enfin reprendre à Gaza? Cette assistance est vitale pour les 2,4 millions de personnes qui vivent dans ce territoire palestinien. Nous sommes en direct de Gazaville avec Rami Abou-Jamous. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes palestinien, journaliste. Merci d'être avec nous. Nous allons venir avec vous sur la situation humanitaire, mais aussi nous replonger dans le passé, dans l'histoire, avec vous, Caroline Piquet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne et vous signez ce roman malheureux qui, comme Yasser Arafat, aux éditions Publish Room Factory, que vous signez Caroline Di Paolo. Alors pourquoi c'est votre nom de plume? C'est mon nom de plume parce que je suis historienne, effectivement, dans la vie. Je travaille à la Sorbonne et je voulais bien dissocier l'écriture académique de l'écriture littéraire. C'est un roman qui s'appuie sur l'histoire, évidemment, mais avec la liberté de la littérature qu'on n'a pas toujours en histoire. Et justement, cette lecture de l'histoire par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, ça va être important et on va y revenir avec vous largement. Mais d'abord, on va écouter Donald Trump. Donald Trump qui s'est ému de la situation sanitaire, humanitaire des Gazaouis. Écoutez. Nous nous intéressons à Gaza et nous allons faire en sorte que cela soit réglé. Beaucoup de gens sont affamés. Il se passe beaucoup de choses graves. Rami Abou-Jamous, vous êtes en direct de Gazaville, vous vivez cette situation, vous nous confirmez que c'est de pire en pire et qu'il faut cette aide humanitaire. Seuls les États-Unis peuvent aider les Gazaouis aujourd'hui ? Malheureusement, oui. Si on veut parler de la famine, on est presque dans la famine. On est dans la malnutrition. On n'est pas arrivé au point où on avait vécu il y a les 3 pires mois pendant la guerre l'année dernière, où les citoyens ou les habitants du nord de la bande de Gaza, ils étaient obligés de manger du foin et de l'herbe parce qu'il n'y avait rien à manger. Là, on arrive à avoir quelque chose à manger. On est dans la malnutrition, mais la situation c'est de pire en pire. Mais le problème, c'est que justement, tout le monde parle de problèmes humanitaires, d'aide humanitaire, mais ils ne parlent pas des génocides que l'on est en train de vivre. Là, hier, aujourd'hui, il y a plus de 100 morts, malheureusement, qui ont été tués dans la ville de Beth Lahia et aussi à l'est de Khan Younis. Et c'est ça qui fait qu'il faut l'arrêter. C'est pas juste donner à manger à boire. Et si la guerre va s'arrêter, je crois que l'aide humanitaire va passer sans aucun problème, mais minimiser la question ou les massacres qu'on est en train de vivre juste il faut passer de l'aide humanitaire, c'est un peu, c'est pas la réalité qu'on est en train de vivre. Et justement, Trump, il parle de ça. Il n'a pas parlé d'autre chose. Il n'a pas parlé des massacres. Il a parlé que d'aide humanitaire et qu'on est des affamés. Il faut nous donner à manger, à boire. Il faut que la guerre, ça finisse. Bien sûr. Rami, justement, oui, je voulais juste m'arrêter sur ce que vous venez de dire. Vous parlez de génocide. Et donc, je me tourne vers vous, Caroline Piquet, puisque vous avez certainement suivi cet entretien, cette émission de télévision avec Emmanuel Macron. Il a été interrogé sur cette question de génocide. Est-ce qu'on assiste à un génocide dans la bande de Gaza? Et lui, il a répondu que c'était aux historiens de se prononcer. Est-ce qu'il a raison, le président français ? Alors, je crois que ça relève des juristes et des historiens. Jusqu'à présent, effectivement, on avait plutôt une vision juridique du génocide. Je crois que c'est important d'avoir la vision des historiens parce que les génocides ont à la fois des logiques communes et chaque génocide est évidemment unique en soi. Dans la vision juridique qui domine actuellement, il manque certainement un élément que les historiens devront discuter, c'est l'élément territorial. Puisque l'argument d'Israël pour dire ce n'est pas un génocide, c'est de dire nous ne voulons pas tuer tous les Palestiniens. Et je pense que c'est vrai, l'objectif de Netanyahou n'est pas de tuer tous les Palestiniens. Mais c'était le cas également, si on prend le génocide arménien, l'objectif du pouvoir ottoman à l'époque, c'était de nettoyer l'Arménie, le territoire anatolien des Arméniens. Est-ce que le chef des droits humains de l'ONU parle, lui, de nettoyage ethnique? Dans la notion de nettoyage ethnique, il y a la notion territoriale. C'est l'idée de nettoyer un territoire par le massacre et la déportation.
c'est pas forcément de tuer tous les ressortissants d'un groupe. Et dans cette définition-là, on s'approche effectivement de génocide dans le cas de la Palestine. Et toujours par rapport à ce côté historique, hier les Palestiniens commençaient à commémorer les 77 ans de la Nakba, un terme qui signifie en arabe catastrophe, qui se réfère au déracinement d'au moins 750 000 Palestiniens de leur terre à la création de l'État d'Israël. Est-ce que vous avez l'impression, Rami Abou Jamous, pour vous, est-ce que c'est une autre Nakba qui a lieu en ce moment? Bien sûr, c'est une Nakba, mais c'est aussi, moi j'insiste que c'est un génocide. Il ne faut pas que toute la population de Gaza soit morte et déportée pour qu'on ait dit oui, c'est vrai, il y avait un génocide. On parle de l'action, on parle d'intention, et les Israéliens, Netanyahou et son gouvernement d'extrême droite, ils nient pas ça, ils le disent clairement. Il y a des propos où ils disent il faut nettoyer, ils ont utilisé le mot nettoyer, il faut déporter la population de Gaza. Il y a le projet Trump de faire déplacer 2,3 millions de personnes. On est en train d'être bombardé 24/7 pendant toute cette période-là. On est en train de se faire déplacer d'un endroit à un autre. Après, s'il faut que toute la population de Gaza soit morte pour qu'on dise que c'est un génocide, ou bien on arrive à déporter les 2,3 millions de personnes et dire que c'est un génocide, oui, il faut attendre ça pour le dire. Mais si l'intention est là, il ne le cache pas, les Israéliens, et surtout pas Netanyahou, ils sont un gouvernement d'extrême droite, il le dit clairement, mais personne malheureusement ne veut écouter et surtout personne ne même pas condamner. Mais concernant la Nakba, oui, bien sûr, on est en deuxième Nakba. C'est exactement ce que nos ancêtres sont en train de vivre. Nous, nos ancêtres, ils étaient chassés par les milices juifs à l'époque, les Haganah et autres. Ils ont été expulsés de leur ville natale, de Jaffa, de Haïfa et tout le nord de la Palestine historique. Et ils se sont déplacés, dispersés dans la Palestine et aussi dans les pays aux entours, la Jordanie, la Syrie, le Liban. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Mais les descendants de ces milices juifs est devenu une armée officielle, et nous, les descendants des réfugiés, on est devenus des nouveaux réfugiés. On s'est déplacé plusieurs fois, et là, ils sont en train de déclarer une opération qui s'appelle les chars de Gélion, et justement pour nous déporter et déplacer vers Rafah pour après nous faire sortir de toute la bande de Gaza. Et le problème entre les deux Nakba, c'est qu'à l'époque, les gens, ils se sont déplacés d'un endroit à un autre, mais à peu près une même condition de vie. C'est-à-dire les gens à l'époque, ils avaient du four en argile, ils vivaient sous des tentes, dans le meilleur des cas, dans des maisons en argile, et ils avaient des charrettes, des voitures pour se déplacer. Nous, on était dans toute la modernité qu'on est en train de vivre dans 2023 ou 2024 ou 2025. On avait de l'électricité, on avait Internet, on avait des maisons en dur, on avait la clim, on avait tout ce qu'il faut pour vivre, et on est déplacé de cette modernité vers le Moyen-Âge, et c'est exactement le terme qu'il a utilisé Netanyahou. Il a dit je vais faire revenir Gaza à 60 ans ou 80 ans en arrière, et il l'a fait. Maintenant, on vit sous des tentes, dans des conditions de vie très difficiles, on n'a pas à manger, on n'a pas à boire, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de l'eau potable, on cuisine avec du feu, avec des fours en argile. Merci Rami, vraiment pour ce témoignage, mais juste, je voudrais, alors c'est vrai que l'espoir d'une paix, rien que de le dire, ça semble indécent au vu de ce qui se passe aujourd'hui et au vu de votre témoignage, mais je voulais m'arrêter sur cette photo qui a fait le tour du monde. C'était le 13 septembre 1993, la poignée de main entre le leader palestinien Yasser Arafat, le chef de l'OLP, le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin et bien sûr Bill Clinton. On va revoir cette photo qui est devenue culte. Caroline Piquet, dans votre roman, vous partez sur les traces de cette figure de la cause palestinienne. Pour vous, Yasser Arafat, c'est comme Ulysse, une sorte de héros qui n'a jamais pu, lui, revenir chez lui. On parle de la Nakba, mais c'est ce que vous nous racontez. C'est une sorte d'anti-héros moderne de l'histoire, Yasser Arafat. Et à travers... Alors, il faut rappeler que Yasser Arafat, c'est d'abord la mémoire de Gaza et des Palestiniens. Et j'ai trouvé tout à fait étonnant que dans cette destruction de Gaza depuis 1 an et demi, personne ne parle de Yasser Arafat. C'est un peu comme dire les Palestiniens n'ont pas d'histoire, et un peuple qui n'a pas d'histoire n'a pas d'existence. Et là, on rejoint les slogans sionistes d'une terre sans peuple. Pour vous, il y a eu un effacement ? Il y a eu un effacement de Yasser Arafat, un effacement qui va aussi avec la volonté d'affaiblissement de l'autorité palestinienne. Parce que véritablement, l'élimination de Yasser Arafat. Alors, je parle de l'élimination politique, parce que physique, on n'a pas de preuves
véritable encore que... Il est mort à Paris le 11 novembre. Voilà. Il y a... On ne sait pas exactement les causes de sa mort. En revanche, il y a eu une élimination politique à travers des signes très forts qui ont touché l'autorité palestinienne. C'est bien le président palestinien qu'on a assigné à résidence, qui est mort seul, entouré de tanks israéliens. Et c'était un signal très fort de la part des Israéliens. Ça voulait dire qu'ils condamnaient l'autorité palestinienne. Et condamner l'autorité palestinienne, c'était accepter l'impasse politique, c'était renoncer à la solution politique. Et on sait très bien que cet affaiblissement de l'autorité palestinienne est allé avec le renforcement du Hamas, un renforcement qui a été voulu, qui a été pensé aussi par la droite israélienne. Effectivement, Charles Anderlin en tout cas le dit, vous n'êtes pas la seule à le souligner. Rami Abou-Jamous, vous êtes toujours en direct de Gazaville, je vous voyais acquiescer. Qu'est-ce qui reste de Yasser Arafat? Qu'en pensent les Gazaouis, la jeune génération? Et même, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Yasser Arafat, c'est le père. C'est le père de tous les Palestiniens et même ça va être le père et le grand-père de toutes les générations qui vont venir. Arafat, c'est la personne qui a représenté la cause palestinienne. Arafat, c'est la personne qui a fait réveiller la cause palestinienne des réfugiés dispersés dans des pays arabes à une révolution pour la libération de la Palestine. Arafat, c'est le père de tout le monde. Moi, personnellement, j'avais de la chance d'être un peu proche de ce président, bien ce leader-là, parce que mon père, il travaillait d'une façon ou d'une autre à côté de lui. Et donc, je le connais très bien et j'ai vécu avec lui mon enfance, depuis le Liban, la Tunisie, puis le retour à Gaza. Et son souvenir reste vivace. Personnellement, Pardon, j'ai pas entendu. Son souvenir reste vivace, même pour les jeunes Palestiniens? Bien sûr, bien sûr. Arafat, c'est le symbole de la Palestine. On peut pas oublier la Palestine et oublier Arafat. Et après, Mme Piquet, il a très bien expliqué qu'il y avait un assassinat politique pour ce monsieur, parce que justement, la mort d'Arafat, c'est la mort d'Oslo aussi. Et justement, ce qu'il cherchait à l'époque les Israéliens, à l'époque de Sharon, et puis Netanyahou et toute l'extrême droite qui a pris après le pouvoir. Et c'est justement ça, c'est qu'ils ne voulaient pas que continuer dans l'accord d'Oslo, et pour finir l'accord d'Oslo, il faut tuer cette personne qui était derrière la paix. Et exactement à l'époque, ils ont mis à utiliser le terme le passe-partout, un terroriste. Et voilà, il fallait faire la réforme de l'autorité palestinienne, il fallait faire la réforme de l'OLP, il fallait toujours les mêmes paroles ou bien les mêmes prétextes qu'on est en train d'entendre. Et aujourd'hui, c'est la même chose. On peut dire que l'histoire se répète. Mme Piquet est mieux placé pour moi parler de l'histoire, mais exactement c'est la même chose qu'il est en train de faire avec Abbas, un terroriste. Il faudrait faire la réforme de l'autorité palestinienne. Rami, juste le temps court malheureusement. Justement, Caroline Piquet, vous racontez l'histoire de Yasser Arafat dans Malheureux qui comme Arafat, et vous revenez un peu, en fait, votre double littéraire, il cherche à savoir qui c'est, et puis comme le dit, terroriste, agent double, c'est un personnage intriguant. Alors c'est un personnage complexe, et malheureusement notre époque n'est plus habituée à penser la complexité. C'est un personnage qui n'est pas le même dans les années 50 et dans les années 2000. C'est un personnage que la vie fait évoluer. Et puis il y a plusieurs Yasser Arafat. Il y a un Yasser Arafat évidemment des Israéliens, des Palestiniens. C'est pas le même Yasser Arafat aussi pour les Palestiniens de l'exil ou ceux qui sont restés en Israël. C'est pas le même Yasser Arafat pour un Libanais maronite ou sunnite, un Tunisien ou un Syrien. Donc c'est un personnage d'une grande complexité, mais qui malgré tout, et c'est ça sa force, qui parvient à incarner une volonté et une identité palestinienne. Une identité palestinienne. Et il y a cette passion de votre double littéraire. Comment vous l'expliquez? Parce que c'est la vôtre. Cette passion, c'est justement l'incarnation de cette volonté politique. Et puis, il y a, ne serait-ce que dans le destin d'Arafat, quelque chose de très shakespearien. C'est un homme qui a un destin incroyable, qui toute la vie combat pour une idée, qui au moment où il pense la toucher du doigt avec les accords d'Oslo, eh bien ça lui échappe. Il meurt seul, abandonné de tous. Et il a cette phrase tragique à la fin de sa vie, « Mon sort importe peu », mais il est le symbole de la destruction, de la disparition de la Palestine. Il faut imaginer le désespoir, l'amertume de cet homme à la fin de sa vie.
Merci infiniment Caroline Piquet. Je rappelle le titre de ce livre Malheureux qui comme Arafat, donc que vous signez avec un pseudonyme, et qui est vraiment passionnant. Un nom de plume. Un nom de plume qui est passionnant. Merci infiniment aussi à vous, Rami Abou-Jamous, de nous avoir parlé de votre Yasser Arafat et de nous avoir rappelé la situation humanitaire catastrophique à Gaza. Merci infiniment à tous les deux d'avoir participé à ce grand angle.